Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce podcast Conversation avec le hip-hop, culture dans laquelle on y puise matière à créer et à penser. Ce deuxième épisode est consacré à un artiste pionnier de la danse hip-hop en France, mais aussi qui a contribué à son envol vers les théâtres de France et de Navarre. J'ai le plaisir de partager cette conversation pour ce deuxième épisode avec le chorégraphe Farid Berki de la compagnie Melting Spot. Et toi, Farid, qu'as-tu apporté finalement à ces chorégraphes danseurs tels que Jean-Claude Galota et Dominique Boivin? Alors là, c'est difficile d'en parler. Je pense que je leur ai apporté ma singularité. Mm-hmm. C'est-à-dire, justement, moi, je ne suis pas que dans l'abstraction, je ne suis pas que dans une danse. Moi, je sais par exemple que Boivin, c'était plutôt Nicolaïs. Voilà, et Galota, il est dans un autre monde, c'est carrément autre chose. Et parce qu'il y a une formation d'architecte, je crois, au départ. Et moi, même pour eux, ils ne comprenaient pas ma gestuelle et mes interrogations. Voilà. Donc c'était plutôt une rencontre enrichissante. Enrichissante, de part et d'autre. Ouais. Est-ce que tu penses, Farid, comme ceci, entre toi et moi, parce que nous sommes aussi dans une conversation avec le hip-hop, ce qui nous lie, cette culture qui nous lie, toi et moi aussi, est-ce que tu penses que ceci a un petit peu fait partie un petit peu des a priori que certains de nos pairs en fait peuvent avoir vis-à-vis de nous lorsqu'on se tourne aussi vers cet univers-là, le contemporain, qui disent que nous sommes justement les fameux contemporains du hip-hop, un peu en quelque sorte les renégats finalement de la culture hip-hop? Oui, alors ça je l'ai entendu très très souvent au tout début. Il y avait d'un côté les puristes du hip-hop. Ouais. Moi, j'ai inventé le hip-hop, notamment les gens parisiens, en fait, on peut le dire, Paris et banlieue, parce qu'ils ont eu accès à la culture hip-hop avant tout le monde. C'était 81, 82, l'arrivée des New York City Breakers et tout ça, des Rocksteady Crew. Et ça, ils l'ont gardé précieusement et jalousement. Ils ne voulaient pas partager avec nous. Nous, on était relégués, on était pas des provinciaux, mais des cutéreux, des villageois. Voilà. Et ça, on a été obligés, nous... Un peu comme s'ils étaient un peu les maîtres du temple, de ces traditions, tous ces codes, tout ce que ça comprend. Voilà. Et moi, la chance que j'avais, c'est que, je suis nourri par mon métissage, évidemment. Je ne peux faire que aller à la rencontre des autres, et donc des autres cultures, et donc des autres formes artistiques. Et par ailleurs, la chance que j'avais, c'est que la Belgique était à côté de chez moi, la Hollande aussi. En Hollande et en Belgique, tu avais des bases militaires américaines, ce qu'on appelle un shape. Et il se passait des trucs de ouf, quoi. Il y avait des rappeurs, il y avait des danseurs, il y avait des graffeurs, il y avait des DJ. Et là, on était en plein. On était à New York, on était à Brooklyn, on était à Los Angeles en même temps. Et puis à Londres aussi. Et après en Allemagne aussi, parce qu'il y avait des bases militaires. Et donc, de fait, on s'est retrouvés à aller chercher ailleurs ce qu'on n'avait pas chez nous en France. Une chose qui est importante aussi, c'est que nous, à l'époque, on était des danseurs de soirée, on était des danseurs de boîte. Et moi, il y a un truc qui m'agaçait, c'est qu'on arrête de dire les danseurs de rue. Moi, à Lille, il faisait froid, et on passait pas notre temps à aller dans la rue. Peut-être les halls d'immeubles, peut-être moi, mes parents avaient un garage, c'était le QG des danseurs hip-hop du quartier. Ouais. Et après, sur la question de s'ouvrir à d'autres univers, comme je l'ai dit, moi, c'est mon ADN. Je ne peux pas faire autrement. Sauf que pour certains, ce que tu dis, certaines générations, c'était pas une nécessité intérieure ou impérieuse, c'était un truc qui va faire bien, qui va faire que je serai accepté dans les théâtres. Ça s'appelle de l'intégration. Ouais. Moi, j'ai jamais été dans ce process-là. C'est-à-dire que je suis né avec ça. Je peux pas faire autrement, c'est une curiosité naturelle. C'est dans ton ADN, en fait. Voilà, exactement. Et alors, au début, je me faisais cartonner, quoi. Ouais, d'accord. Alors que moi, c'est l'hybridation, c'est naturel. C'est naturel et bio. Que pour certains, c'est artificiel, c'est chimique. Voilà. Tu te retrouverais un petit peu dans cette citation un peu de cet auteur qui est décédé maintenant, écrivain et antillais, qui est un peu à l'origine un peu de la conception de la créolisation et qui parle de « je change dans l'échange sans avoir peur de me diluer dans l'autre » en fait. Exactement, ça fait partie intégrante de cette culture. C'est une identité relation. Voilà. Même si parfois, sur certains projets de création, je me suis perdu.
faut savoir reconnaître quand on se perd. J'ai travaillé sur des pièces où j'ai tellement été à la recherche d'autres choses, d'autres cultures, d'autres références, que parfois je me suis dilué et perdu, et j'avais perdu un certain nombre de repères par rapport à ma culture initiale. Et du coup, il y a certaines pièces dont je ne suis pas fier, je trouve que c'est pas abouti, et puis, il y a des hybridations qui ne marchent pas. Oui. Puis il y a des échecs aussi, qui ne veulent pas dire forcément, qui ne marchent pas, qu'il ne faut pas seulement prendre comme un échec, mais juste c'est l'expérience. Oui, puis c'est un chemin. Et un chemin. Farid, nous avons une connaissance commune, c'est le réalisateur engagé militant Jean-Pierre Thorne, qui a réalisé un triptyque qui nous documente justement sur le sens de ce courant chorégraphique et musical qu'on appelle le hip-hop. Alors il a réalisé le Move des Up, Faire kiffer les anges, en 96-97, dans lequel tu participes, et 93, Belle et Rebelle, qui est plus récent. On l'a d'ailleurs même à l'époque, il y a quelques années en arrière, je crois que c'était 2020 ou 2021, on l'a invité ici à Tarare. La compagnie l'a invité à Tarare dans le cadre d'un événement qu'on avait appelé Hip-Hop, naissance d'une émancipation. Et c'était un partenariat avec le cinéma Jacques Perrin, où on avait imaginé toute une sélection autour justement de films au sujet du hip-hop. Et donc on l'avait invité dans ce cadre-là pour la projection de son film, donc 93 Belle et Rebelle. Et ensuite il y avait eu un bord de scène avec le public, un échange avec le public, c'était très intéressant. Farid, comme moi, tu as participé au documentaire Faire kiffer les anges, et on te découvre à travers justement l'extrait d'un solo aux influences flamenco, parce que justement déjà très tôt, tu te tournes, tu en parlais, tu en as très bien parlé. Sur ces différentes influences, et notamment le flamenco. Et beaucoup de monde te découvre là à travers aussi cet extrait-là, sans parler bien entendu de ta programmation à la Villette à l'époque, c'était les rencontres de danse. Les rencontres de la Villette. Les rencontres de la Villette, tout simplement. Toute une programmation de danse autour de danse, mais d'influence hip-hop. Et puis pas que, finalement, mais aussi du flamenco. Pourquoi le flamenco, Farid ? Alors, moi j'ai toujours été ouvert sur plein de références musicales. Le jazz, la funk, la soul, évidemment, c'est ce qui m'a nourri dans les quartiers populaires. C'était nos références culturelles. C'était pas le rock, assez curieusement. C'était pas le punk non plus. Et puis, j'ai coutume de dire que quand on n'a pas d'histoire, on se l'invente. Et donc, j'ai adoré... j'allais souvent voir des concerts. Du reggae. Le reggae, des trucs traditionnels, des musiques traditionnelles africaines, des musiques arabo-andalouses, et des choses comme ça. Et donc voilà, cette petite échappée vers le flamenco, c'était une manière de reconnecter avec des références culturelles qui m'appartiennent un peu, mais pas que. Et pas que, mais qui t'ont traversé, mais en même temps qui te retrouvent aussi, ce qui sont de... Bien sûr, ouais, tout à fait. Cette fierté... C'est un très beau solo. Moi, je me souviens, pour beaucoup, justement, à l'époque, quand on voyait Farid Berki, beaucoup de gens, ça bousculait, effectivement. C'était un peu loin. C'était un peu ça loin, bousculait les codes, là, justement. Tu bouscules les codes, mais toujours, tout le temps, dans l'intérêt d'inventer, en fait. Toujours dans l'objectif d'inventer, de réinventer, de te mettre là, comme tu disais, aussi en risque. Et puis, ça a interrogé beaucoup de jeunes, mais ça a inspiré aussi beaucoup de jeunes et qui disaient, on peut aller vers cette voie-là aussi. On peut se l'autoriser. Et sans se compromettre, on peut se l'autoriser, à condition aussi, l'air de rien, si on veut se revendiquer d'un artiste hip-hop, et toi, tu n'en as pas besoin de le revendiquer, de le prouver, mais c'est d'être aussi toujours de rester proche justement du sens de ce mouvement culturel et social qu'est le hip-hop. Quelque part, de s'en nourrir tout le temps pour... parce que on y puise, comme j'aime bien le dire, matière à penser, à réflexion, mais comme carburant aussi à la création. Oui, en effet. Par exemple, pour moi, la danse, c'est une pensée en mouvement. Ça, c'est extrêmement important. Ça raconte beaucoup sans le dire. Ça, c'est bien. Et la deuxième chose, c'est marrant parce que ce film, c'est un truc qui m'a permis d'être un peu connu et en même temps un peu emmerdé par les gens de la culture habituelle du hip-hop, qui étaient les gardiens du temple. Oui, c'est ça. Genre le gars qui s'est perdu, qu'est-ce qu'il fout, voilà. Et en fait, j'étais pas très fier de cette séquence parce que
pour la réalisation du film, en fait. J'étais arrivé en dernière minute, parce que Jean-Pierre m'avait découvert en rencontre de la Villette. Il a réussi à obtenir une journée de tournage. Et moi, j'avais détourné la proposition en disant, non, moi, je veux pas que tu me filmes dans mon quartier. C'est une zone de relégation, c'est une réserve d'Indiens. Moi, j'ai envie que tu me filmes dans un endroit qui est aujourd'hui et qui est demain. Et donc, j'ai choisi une architecture complètement différente. C'était la gare Lille-Europe, qui est une gare du futur, pour justement déstructurer et changer le regard qu'on porte sur cette culture hip-hop. Hip-hop n'est pas que quartier, c'est un art, une forme à part entière. Et en même temps, j'étais déçu parce que... donc, il arrive avec son équipe, et il me dit, la veille au soir, bah écoute, moi, pour les besoins du tournage, je ne peux pas prendre que plus d'une 30 ou 2 minutes. Et donc, j'ai dû réfléchir, faire un montage son, pour faire un petit extrait de ce solo. D'accord. Et en même temps, j'étais dans un espace hyper restreint, avec des balustrades, et après, c'était du vide en dessous, il y avait 15 mètres de vide. Il me semble, Et pour moi, c'était flippant. Donc, j'étais tendu, mais de ouf, quoi. Et au final, bah, avec le temps, je suis un peu plus indulgent avec moi-même et je me dis que c'était le bon moment pour être présent, quoi. Voilà. C'était Kairos, comme on dit, le bon moment, l'opportunité. On va faire une courte pause en écoutant l'extrait musical et chorégraphique de ta création qui s'intitule Looking for Beethoven.
Looking for Beethoven 3.0, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Alors là, Farid, de toute façon, rien qu'on entend le titre, il y a un vrai parti pris, artistique, chorégraphique, mais aussi musical. Hein, c'est net, c'est clair. Est-ce que tu peux un peu nous décrire un petit peu dans les grandes lignes ce projet et puis tout simplement, ouais. Alors, ce projet, ça part d'un truc qui est... Je voulais évoquer la question de l'extrême droite, la montée de l'extrême droite en Europe, la privation de liberté, et le fait qu'on crée encore de nouvelles réserves d'Indiens. Et alors j'adore Bach, j'adore Beethoven, et en cherchant autour de certaines de ses œuvres, j'ai découvert qu'une des musiques de Beethoven, c'était l'hymne de l'Europe. Et j'avais envie de questionner qu'est-ce que c'est que l'Europe aujourd'hui. Est-ce que c'est un fourre-tout avec des gens qui nous disent ce qu'on a à faire, notamment sur le plan économique, en termes de liberté de circuler et de penser. D'accord. Et comment nous, en tant que citoyens, on s'oppose à ça et comment on est finalement assez coincé, quoi. Donc voilà. Donc en fait, il y a deux musiciens et il y a ce qu'on appelle une évocation de certains thèmes musicaux qui appartiennent à l'œuvre de Beethoven, mais qui sont écrites. Donc il y a mon frère qui est au platine et aux machines sur la première version, et il y avait un deuxième musicien qui a aussi composé, c'est Antoine Hervé, qui est un grand musicien de jazz. De jazz. Voilà, qui a été directeur de l'Orchestre national de jazz pendant des années. Donc c'est une coécriture. Et on en a fait 3 versions. Pourquoi ? Donc ce que tu as fait écouter, c'est 3.0. La première version, c'est Antoine Hervé, mon frère Malik, plus 7 danseurs, dont une circassienne. D'accord. La deuxième version, c'est 25 musiciens, que des cordes, plus un chef d'orchestre, plus les 2 autres musiciens et les danseurs. Et la troisième version, c'est une version avec un quatuor à cordes qui s'est construit pour reprendre cette création et aller plus loin musicalement. Donc voilà. Et alors, la séquence en question, moi j'adore cette musique, je la trouve très forte. J'ai voulu que dans la bande-son générale, on puisse évoquer la question de l'enfermement et de ces réserves d'Indiens. Et de la révolte des gens et des citoyens. Voilà pourquoi on entend des bruits de bottes. C'est la question de la dictature qui est en train d'avancer. Et au niveau de la gestuelle, on est dans quelque chose de revanchard, c'est-à-dire on est comme des je sais pas, des gens qui veulent casser tout, quoi. Donc c'est très ancré dans le sol. En découdre. Voilà, et c'est très ancré dans le sol, j'ai envie de sortir de cette logique-là, quoi. En tout cas, c'est assez symptomatique ou significatif par rapport à la pièce dans son intégralité. Ouais. Puis alors moi j'ai vu justement, on peut découvrir justement l'extrait aussi, le teaser de ce qu'on vient d'entendre, de l'audio sur YouTube, bien entendu en tapant le mot-clé Farid Berki, et on peut retrouver toute une playlist, dont celle-ci, Looking for Beethoven. Et là c'est intéressant, on y voit aussi des grands rubans comme ceci, des rubans, une femme aussi qui est, on sent un peu sous la pression d'hommes aussi. Est-ce que tu peux... En fait, dans cette pièce, moi j'ai l'habitude de faire un peu des fourre-tout, j'aime pas trop rester sur une seule dynamique, et la pièce parle que de ça. Ça pose la question du droit des femmes, la violence faite aux femmes, ou aux pauvres. Ou aux pauvres aussi. Parce que ma vision, elle est plutôt politique générale, et pas uniquement liée à une caste particulière, mais en tout cas je voulais évoquer la question de la pression sociale, et la violence faite aux femmes, ça c'est important. Et en même temps, je voulais réévoquer la question de la dictature. Alors ces grands rubans rouges, d'abord il y a la circassienne qui essaie de s'échapper, mais qui est rattrapée. Elle retombe régulièrement, elle est rattrapée par la société, tu ne peux pas t'échapper. Et ensuite les grands rubans rouges, moi ça m'a rappelé des films de l'époque, l'avènement du Troisième Reich. Il y avait des grandes façades d'immeubles, et puis tu avais des grands drapeaux rouges, des grandes bandes rouges, tout à fait, où il y avait le discours et ça je voulais l'évoquer, mais de manière un peu comique et grotesque. Mais c'est évoqué de manière un peu subtile, j'avais pas envie de faire un truc la dictature, ça m'intéressait pas, quoi. Voilà. Et oui, nous sommes bien d'accord, c'est ça aussi la nature du hip-hop, c'est-à-dire à nous pousser sans cesse à réfléchir sur notre rapport au monde, à la société, et de garder les yeux ouverts.
Notre épisode est arrivé à sa fin, vous pouvez réécouter cette conversation sur Spotify bien entendu, mais aussi sur Deezer, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast. À très bientôt.